Donc, on se voit pour la dernière capsule de ces petits cours en ligne, si vous voulez. Donc, page 187, vol d'identité et assurance. Donc, si vous êtes rendu ici, c'est que vous êtes grosso modo rendu à la fin, donc vous savez comment ça fonctionne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me les poser en classe ou m'écrire soit sur Classroom ou en courriel. Donc, c'est quoi un vol d'identité? C'est le vol d'identité, c'est une fraude qui consiste à collecter des renseignements personnels sur quelqu'un sans son consentement, la plupart du temps à son insu, et à les utiliser pour commettre une fraude, un vol, par exemple faire des virements bancaires, faire des achats, obtenir un passeport ou autre. Et donc, tes données personnelles que les gens veulent, c'est évidemment ton nom, ton prénom, date de naissance, signature, etc. Et c'est ton devoir, et c'est ça que c'est très compliqué, c'est que c'est ton devoir à toi de euh, protéger tes données personnelles. Ce n'est pas au gouvernement, et donc si tu les donnes de façon honnête, donc tu les envoies à quelqu'un, mais c'est toi qui es le seul fautif et tu n'auras pas d'aide gouvernementale. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les fameux, ben vous êtes beaucoup moins sur Facebook, mais bref, même Instagram, il y a ça. Tu mets une image, donc écris en commentaire ta couleur préférée. Mais pourquoi on veut faire ça en fait? C'est pas vraiment pour savoir ta couleur préférée. Et c'est souvent des pages très bizarres, mettons j'aime les chiens par exemple, qui vont dire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est souvent ta question secrète lorsque tu demandes un mot de passe oublié. Et donc, ils vont te poser des questions qui semblent être banales, mais qui sont finalement les questions les plus importantes. Euh, Clique si ton chien, quand tu étais jeune, s'appelait Cannelle ou whatever. Et donc, les gens vont cliquer. Là, ça donne des informations à des groupes. Et donc, il faut faire très attention à tout ce qu'on écrit sur Internet parce que des fois, une information qui pour toi est banale est finalement utilisée en question secrète dans un des sites ou un des comptes que tu possèdes. Donc, comment se protéger de ça? Un, reconnaître les tentatives d'hameçonnage. Et quand c'est beaucoup trop parfait, ben, ça ne peut pas être une bonne chose. Là. Donc, c'est une tentative par courriel, par message, qui vont t'envoyer un texto. On n'ouvre jamais, jamais une pièce jointe si on n'est pas 100% sûr de l'expéditeur. Donc, la première chose que vous faites quand vous recevez une pièce jointe, un PDF ou autre, vous regardez qui l'a envoyé. Ensuite, rendez-vous vous-même sur le site ou l'institution financière pour vous connecter. Exemple, clique ici, tu as un rabais de 5% chez Ardennes. Va sur le site de Ardennes pour l'avoir et non sur le lien qu'on t'a envoyé. Parce que le lien peut t'envoyer sur un faux site de Ardennes et là ensuite tu aurais des problèmes parce qu'ils vont prendre toutes tes données. Tes renseignements personnels, ils sont personnels, comme je vous ai dit, on ne donne aucune information. Et si vous recevez des appels frauduleux, vous n'êtes pas sûr, vous raccrochez, vous appelez l'endroit qu'il prétend être. Rappelez jamais au numéro utilisé, parce que ça va rappeler à la personne. Rappelez à l'organisation elle-même. C'est-à-dire que vous dites, ils appellent, ils disent, ah, je suis la Banque des Jardins. Vous dites, ok, ok, vous raccrochez, vous rappelez vous-même la Banque des Jardins pour confirmer si c'était bien eux. Et brouiller les pistes avec ces numéros d'identification personnelle, des NIP. Donc, varier les lettres, les chiffres, n'ayez pas le même NIP sur plusieurs sites. Changez vos NIP à peu près aux 3 mois, ne les donnez à personne. Et le but, c'est vraiment de faire attention. Se méfier des réseaux sociaux, j'en ai déjà parlé, on ne mentionne jamais les informations et aussi, on ne mentionne pas, et ça c'est très très difficile, en ce moment on veut le montrer, qu'on part en voyage. Pourquoi? Si vous annoncez que vous partez en voyage et que des gens malfaisants le voient, peuvent donc savoir quand vous n'êtes pas présent chez vous. Donc, on va pouvoir faire un vol de façon beaucoup plus facile. Sécuriser l'accès à vos données, donc informations personnelles, les ordinateurs, on fait attention, on se déconnecte constamment. On fait attention aux cartes, donc on les donne pas. Je sais qu'on a tendance à faire ça, surtout les jeunes, le mettre dans son téléphone cellulaire. On ne fait pas ça. Parce que ça veut dire que si on prend ton téléphone, on a accès aussi à ta carte. Donc, il faut que tu sépares tes trucs. Le but, en fait, c'est, je sais que c'est plus simple pour toi de tout payer avec un seul objet, mais cet objet-là, si tu le perds, tu es doublement coincé. Donc, je sais qu'il faut des identifications faciales, des NIP, mais tout ça est retraçable. Faites un test, prenez une photo, mettez-la devant votre identification faciale, ça va fonctionner. Et la personne qui veut vous voler, c'est souvent quelqu'un qui
et organisé. Et donc, s'il est prêt à le faire, il va avoir tous les moyens possibles pour le faire. Donc, on fait attention, on sépare les objets, on sépare les nippes, on ne met rien de pareil. Le but, c'est de diversifier la difficulté pour réussir à vous pirater, vous arnaquer. Et finalement, la chose la plus importante de votre vie, votre numéro d'assurance sociale. Donc, c'est le numéro en fait qui vous représente, vous, en termes de Canadien. Et donc, c'est le test ultime de questions qu'on peut demander pour retrouver quelque chose. C'est le numéro d'assurance sociale. Il ne faut jamais, jamais le donner. Donc, qu'est-ce qu'on fait en cas de vol d'identité? Vous avez toutes les propositions ici. Il y en a plusieurs. Hein. Vous appelez un peu partout. Vous appelez la banque. Vous appelez donc le gouvernement lui-même, Canada, Québec, pour annoncer que vous êtes fait voler. Que vous êtes fait voler votre identité et qu'il va y avoir des choses frauduleuses qui vont se passer avec votre identité. Ensuite, eux vont s'occuper de vous aider, mais il y a des fortes chances que vous ne retrouviez peut-être pas l'argent que vous avez perdu ou que vous ne retrouviez peut-être même pas votre identité, dans le sens que la personne va toujours la posséder, en fait, les informations. Donc, ça va être à vous, en fait, de vous assurer que les prochains sites sur lesquels vous changez vos informations n'ont pas été donnés aussi auparavant à la même personne. Et donc, quand on a des problèmes, on va vouloir s'assurer. Hein. Donc, le but, c'est de se protéger des incidents qui pourraient survenir dans sa vie. Feu, vol, accident, vol d'identité ou autre. Et donc, il y a, donc, comment ça fonctionne une assurance? Il y a la prime d'assurance. Cette protection prend la forme d'un contrat passé entre un assuré et un assureur. C'est-à-dire que tu lui dis, OK, ben mettons que je me fais voler chez moi, je veux que ma prime d'assurance soit de 1 million de dollars parce que chez moi, je considère que c'est ce que je possède. La prime, c'est le montant d'argent que l'assuré paie. Donc, si moi je dis qu'il faut protéger pour 1 million, il faut que je paye annuellement ou mensuellement pour être assuré s'il arrive quelque chose, pour qu'eux me donnent le fameux 1 million. Attention, certaines compagnies offrent de payer les primes sur 12 mois, mais facturent des intérêts, ce qui augmente le montant final de votre prime. Le but, payez-le d'un coup, comme ça, il n'y a pas d'intérêt et le prix n'est pas gonflé. Indemnité. Il s'agit de la somme d'argent versée par l'assureur à l'assuré lorsque ce dernier fait une réclamation suite à un dommage. Ta voiture, tu as eu un accident, t'appelles, ils vont te donner de l'argent parce que tu es assuré. Par contre, il faut que ça remplisse les conditions que tu avais annoncées. Donc, si tu avais annoncé que tu voulais réparer si tu avais un accident et un feu, par exemple, mais que là, tu as eu un vol dans ta voiture, malheureusement, tu n'étais pas assuré pour ce problème-là. Mais évidemment, plus que tu rajoutes des choses dans l'assurance, plus que l'assurance va coûter cher. Et donc, là, il faut jouer un peu entre le désir de protéger l'objet que tu veux et l'argent que ça va te coûter. Parce qu'au final, si tu ne passes jamais rien, si tu ne te fais jamais voler, si tu n'as pas de feu, si tu n'as pas d'accident, mais tu as payé pour rien. Donc, il faut que tu joues entre les deux. Et la franchise, c'est le montant d'argent que l'assuré accepte de payer lorsqu'il fait une réclamation. Quelques principes de base. Une compagnie d'assurance ne verse pas d'indemnité si les dommages sont causés intentionnellement. Ils vont faire des enquêtes et inquiétez-vous pas que les assureurs et les assurances ne veulent pas payer. Et donc, ils vont faire des très bonnes enquêtes pour être sûrs à 100% que ce n'est pas un crime. L'assurance n'est valide que pendant la période précise dans le contrat, pas une heure de plus. Lorsque l'assureur paie pour remplacer un bien, le montant de l'indemnité est calculé en tenant compte de la dépréciation du bien. Donc, ta voiture, au départ, elle a un prix et le lendemain, elle a déjà perdu la valeur. Et donc, il faut que tu fasses attention. Si l'assuré fait une fausse déclaration, l'assureur peut refuser de payer. Et si l'assuré ne paie pas sa prime à temps, l'assureur peut annuler la police d'assurance. C'est normal. Si tu ne payes pas, ils ne vont pas t'aider. On peut assurer tout dans la vie. Salaire, emploi, invalidité, maladie, vol ou perte d'un bien physique tant que l'assuré est prêt à payer et que l'assureur est prêt à prendre le risque. Donc, c'est toujours ça. Donc, dans la vie, si tu n'es pas en santé, par exemple, ta prime va être très élevée au niveau de la maladie, entre autres. Et même, il pourrait dire, je refuse de t'assurer, mon risque est trop élevé. Donc, dans ces cas-là, c'est souvent malheureusement des maladies comme le cancer ou autre. Donc, ils vont refuser de te payer, de te protéger. Et donc, tu n'es plus assuré si tu tombes malade.
Et donc, c'est quelque chose d'assez grave, hein? Mais on a l'assurance maladie ici au Canada. Mais ça, ici, c'est une assurance supplémentaire. Donc là, ici, on parle vraiment d'assurance de compagnie. On ne parle pas d'assurance du Québec ou du Canada. Donc, est-ce qu'on est obligé de s'assurer? Il y a 2 assurances obligatoires au Québec. L'assurance automobile et l'assurance médicaments. Tu es obligé de les payer. Obligatoirement. Tu n'as pas le droit de ne pas en avoir. Si tu n'en as pas, mettons une assurance automobile, si tu n'en as pas et que tu te fais coincer par un accident, tu vas avoir des très gros problèmes avec la justice. Donc, la partie obligatoire, c'est la responsabilité civile, couvre les dommages matériels que l'assuré peut faire à autrui. Donc, en fait, l'assurance obligatoire, c'est celle que tu fais aux autres. Mais évidemment, vu qu'elle est obligatoire, tout le monde la paie. Et donc, si toi, tu as un accident, tu as la minimum, donc responsabilité civile, tu vas payer pour l'autre voiture et l'autre voiture va payer pour toi. Celle qui est facultative, c'est le dommage au véhicule de l'assuré. Si tu ne veux pas payer pour toi-même, ben ça va, tu n'es pas obligé. Le but, pourquoi on ferait ça, c'est que si tu payes pour toi-même aussi, lorsque tu as un accident, l'autre voiture va te payer pour toi et toi, tu vas aussi recevoir de l'argent de toi-même. Et donc, tu vas avoir plus d'argent pour réparer le dégât. Et donc, les assurances et cette assurance s'appliquent au Canada et aux États-Unis. Si vous louez une voiture dans un autre pays, il faut prévoir d'autres assurances. Sinon, il y a aussi l'assurance médicaments qui est obligatoire. Donc, il y a le régime public offert par le régime de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ qu'on appelle, qui est obligatoire d'y souscrire si l'assuré n'est pas admissible à un régime privé. Et donc, si tu n'as pas un régime privé, tu dois obligatoirement payer la RAMQ. Si tu as un régime privé, offert par ton employeur, syndicat, association, ordre professionnel, tu n'es pas obligé de payer ça. Par contre, tu peux aussi cumuler les deux. Donc ça, c'est à ton choix. Ceux qui ne sont pas obligatoires, on a l'assurance habitation. Donc, quand tu es propriétaire, ça assure les biens de ta maison. C'est fortement et fortement recommandé. Moi, je vous dis que je connais peu de personnes qui n'ont pas d'assurance propriétaire. Et assurance locataire. Parce que même si on n'a pas l'impression d'avoir des objets de grande valeur, cela peut coûter très cher de racheter tout ce qu'on avait. Pense à, tu as un appartement, tu es jeune, tu as 22 ans, tu habites à Montréal, tu es aux études, ça flambe, mais tu n'as plus rien. Et donc, ça te permet de avoir un frigo, un sofa, une table, un lit. Donc, ça t'offre une sécurité, tout simplement. Évidemment, tu y vas avec le coût. Hein. Si tu trouves que c'est trop cher par rapport à ce que tu possèdes, tu ne la payes pas. Évidemment, ce n'est pas obligatoire. Assurance voyage. Pour un séjour à l'étranger, il est fortement recommandé aux voyageurs de prendre une assurance parce que si tu es malade à l'extérieur du pays, eh bien, c'est pas gratuit. Hein. Donc, on est très chanceux ici d'avoir ce système-là. Mais quand tu es, mettons, en Thaïlande, par exemple, il va falloir que tu sortes le portefeuille. Donc, une assurance voyage pourrait aussi couvrir la perte des bagages, les coûts occasionnés par un retard de vol, un rapatriement d'urgence, etc. Évidemment, vous n'êtes pas obligé toujours de prendre le gros paquet au complet. Vous prenez ce que vous pensez avoir besoin et c'est tout. C'est vraiment une assurance voyage pour quand vous partez en voyage. Assurance vie, donc il s'agit d'une protection financière en cas de décès de la personne. Cette assurance sera versée aux bénéficiaires désignés à la suite du décès. Donc, exemple que je meurs et que j'ai une assurance vie, je vais désigner, mettons, ma conjointe ou mon enfant pour recevoir l'argent. Cet argent servirait à payer les dettes du défunt, les funérailles, etc. Plus l'assuré est jeune, moins la prime d'assurance est élevée. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Si tu commences à payer jeune ton assurance vie, tu vas payer moins cher plus longtemps. Mais si tu payes plus tard ton assurance vie, tu vas payer plus cher mais moins longtemps. Là, il faut que tu calcules le ratio, le meilleur équilibre entre quand commencer à payer l'assurance vie et quand ne pas la prendre. Souvent, les jeunes, on ne la prend pas parce qu'on se dit qu'on a d'autres dépenses. Par contre, si on la prenait très jeune, donc 18, 19, 20 ans, on paierait très peu d'argent très longtemps, donc ça peut être quand même intéressant. On se rappelle, hein, c'est important, il peut arriver que l'on paie des assurances toute sa vie et que l'on n'en ait jamais besoin jusqu'à notre mort. Dans ce cas, l'assuré ne retrouvera jamais les montants payés. Ne pas s'assurer constitue un risque, et donc la gestion de ce risque dépend de chaque personne. Donc c'est vraiment une gestion de risque personnel que vous devez faire en fonction de ce que vous possédez, votre capacité à tolérer le risque dans la vie. Donc,
Je vous dis au revoir pour cette dernière capsule. J'espère que c'était bien pour vous et que vous avez pu apprendre des choses. Si vous avez des questions, je vous rappelle de m'écrire ou de me les demander en classe. Et moi, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Bye tout le monde.